Pas plus, il m'encourage. Non, 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 ça va bon. Toutes et à tous, merci de regarder la première chaîne de télévision nationale. Comme chaque dimanche, aujourd'hui, nous nous intéressons à la médecine légale, notamment le rôle d'un médecin légiste. Pourquoi intéressons-nous à cette autre facette de la médecine conventionnelle? Pourquoi d'ailleurs la médecine légale? Les éléments de réponse, c'est avec notre spécialiste du jour, docteur Kerno Mamadou Chérif Diallo, médecin légiste, chef service au CHU Donka, expert agréé auprès des cours et tribunaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre premier numéro du mois de janvier. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, docteur Chérif. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celle des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. En attendant qu'on vous cède l'antenne, nous avons concocté quelques questions pour notre spécialiste du jour. Et nous revenons à vous, docteur Diallo, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 5 à 5 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment le rôle d'un médecin légiste. Je disais tout à l'heure que vous êtes médecin légiste, chef service au CHU, donc expert agréé auprès des cours et tribunaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine légale. C'est un domaine méconnu du commun des Guinéens, docteur Diallo. Rappelez-nous donc l'origine de cette autre facette de la médecine et par endroit, nous dire quels sont les précurseurs dans le CHU. Je vous remercie, madame. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce plateau. Adresser également mes salutations à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Pour en revenir à votre question, je voudrais vous dire que la médecine légale est une discipline scientifique qui consiste à exploiter, à appliquer les connaissances médicales à des fins juridiques. Quand il s'agit d'apprécier l'état de santé physique ou mentale d'une personne, ou quand il s'agit d'apprécier les traces que tel ou tel crime a pu laisser. La médecine légale, comme on dit souvent, c'est le médecin légiste, c'est le juge des médecins et c'est le médecin des juges. Autrement dit, le médecin légiste, c'est le juge des médecins parce que chaque fois que le juge a besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à une question qui a trait à la médecine et qui intervient dans une procédure pénale ou civile, il peut requérir l'expertise d'un médecin légiste, ce qu'on appelle une expertise. Mais de l'autre côté, le médecin légiste, c'est le juge des médecins puisque la loi prévoit que dans la prise en charge des malades, le médecin compétent et diligent est soumis à un certain nombre d'obligations. Il a des devoirs et des droits, mais il a surtout des devoirs vis-à-vis du patient. Lorsqu'on pose l'acte médical, on doit respecter un certain nombre de principes éthiques et déontologiques. Lorsque le médecin faillit à ces principes-là et qu'une faute médicale survient, le médecin légiste est celui qui identifie cette faute, qui identifie le dommage, qui identifie le lien de causalité entre cette faute et le dommage, et la personne est punie. Donc c'est le juge des médecins et c'est le médecin des juges. Le juge des médecins, le médecin des juges, c'est bien dit. Alors, vous allez nous définir c'est quoi la médecine légale de façon, je dirais pas banale, mais simple pour permettre aux téléspectateurs de comprendre et concrètement nous dire en quoi elle consiste, docteur Diallo. Eh bien, la médecine légale, nous pouvons dire qu'elle est en amont et en aval de la société. En amont, la médecine légale peut intervenir dans la conception des lois en conseillant le législateur.
Mais en aval aussi, la médecine légale intervient dans l'administration de la justice. Il peut s'agir de l'examen d'une victime, par exemple. Je parlais tout à l'heure, je disais que chaque fois que le juge a besoin d'éclaircissement par rapport à un fait qui relève du domaine de la médecine, il peut requérir un médecin légiste. D'ailleurs, la première personne qui a précisé le rôle du médecin en justice, c'est Charles Kent, un souverain français qui disait notamment « Lorsque le juge ne peut par ses seules lumières éclairer un fait qui est du domaine de la médecine, il peut s'entourer du concours de l'homme de l'art. » Donc, il peut s'agir d'une consultation médico-judiciaire pour des cas de coups et blessures, pour des cas d'agression sexuelle, pour des cas de maltraitance à enfants. Vous savez que la loi protège chaque citoyen. Chaque fois que par le fait d'une personne, une autre est victime d'une agression physique qui entraîne un dommage, la loi sévit. Donc le médecin légiste intervient, il peut dresser un rapport médico-légal qui permet au juge de punir l'auteur de l'infraction, mais de l'autre côté aussi d'indemniser la victime. Il peut s'agir d'agression sexuelle qui est un fléau chez nous. Le juge a besoin, par le rapport du légiste, de constater, de comprendre qu'il y a eu des faits qui sont en rapport d'un viol, par exemple, et il peut, dans ce cas, valablement prendre la décision. Autrement dit, le médecin légiste, sur le plan purement de la victimologie, de l'examen des victimes, peut apporter ses réponses aux questions que le juge peut se poser. Vous avez cité violences faites aux femmes, aux enfants, dont vous avez cité pas mal de cas tout à l'heure. Est-ce que c'est dans ces cas de figure seulement que l'on fait appel à un médecin légiste, docteur? Pas uniquement, parce que le médecin légiste, d'ailleurs, avant, pour les gens, le médecin légiste était le médecin des morts. Oui, c'est ça que tout le monde, c'est comme ça on comprenait la chose. Le médecin légiste était connu avant comme quelqu'un qui s'occupait uniquement de thanatologie. Thanatologie. De la gestion des dépouilles mortelles. C'est vrai que de l'autre côté, on s'occupe de victimes vivantes, mais on s'occupe aussi de la gestion des dépouilles mortelles. Alors, docteur Diallo, vous avez employé un mot, thanatologie. Qu'est-ce que c'est? La thanatologie. Faut permettre aux téléspectateurs de comprendre le jargon légiste des médecins légistes. Tout à fait. La thanatologie est une science qui étudie la mort, ses causes, les signes qui précèdent la mort, les signes qu'on constate après le décès d'une personne, les causes de la mort, la nature de la mort, les circonstances de la mort. Très bien. C'est ce qu'on appelle thanatologie. Alors, lorsque moi aussi je préparais cette émission, j'ai vu le mot thanatologie, je me suis dit que vous êtes mieux placé. Oui. Et en même temps, j'ai vu un autre mot similaire, les activités forensiques. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est un mot, c'est un emprunt de mot? Activité forensique. Là, on peut revenir un peu à votre première observation sur l'origine de la médecine légale. Vous savez, les références les plus anciennes à la médecine légale ont été constatées 5 siècles avant Jésus-Christ. Très bien. Sur une place qu'on dénommait le Forum, à Rome. Et sur cette place, il y avait la loi des 12 tables. Sur cette loi, il y avait des dispositions qui faisaient référence à la mort, à l'enterrement, à l'incinération, à l'empoisonnement. Donc, historiquement parlant, c'est les traces les plus anciennes de la médecine légale. Et le mot forensic médecine, parce qu'en termes anglais, la médecine légale s'appelle forensic médecine, viendrait de ce terme, parce que forensic par rapport à forum, forum ça veut dire place publique, donc le mot viendrait de là. Très bien. Mais lorsqu'on parle aussi d'activité forensique, on parle de toute activité qui intervient dans le cadre judiciaire pour donner une réponse. À peu près, c'est la même chose. Thanatologie et forensique, ça va dans le même sens? Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens parce que la thanatologie peut être une discipline enseignée. Elle peut aussi être appliquée pour répondre aux préoccupations du juge. Du juge, voilà. Très bien. Alors, docteur Diallo, il faut noter que vous rappelez, signaler que la médecine légale est une zone de rencontre de 2 domaines, notamment la santé, vous l'avez dit, je reviens dessus tout simplement. La santé et le droit, c'est ce qui fait justement la complexité de cette branche de la médecine. Alors, parlez-nous-en davantage.
ce mélange de branches, de matières ou je ne sais. De discipline? Oui. Oui, parce que vous savez, avant, pour rechercher la preuve d'une infraction, on passait quelquefois par l'aveu. L'aveu, la personne était soumise à des contraintes et avouait. Alors, pour une meilleure administration de la justice, on a compris qu'il fallait mieux rechercher la preuve scientifique de l'infraction. Voici le domaine où le médecin légiste intervient, vient au service du droit, parce que chaque fois que lors d'une infraction, un fait survient de nature médicale, le légiste est là pour apprécier le fait, pour l'expertiser et pour donner une réponse au juge. Autrement dit, la médecine légale, c'est un pont qui est jeté entre le droit et la médecine. Le médecin légiste, par ses prestations, contribue à la sécurité de nos concitoyens, par exemple. Parce que par ses rapports, par ses constatations, le juge, même s'il n'est pas absolument lié par ses conclusions, mais peut très souvent se faire sa conviction et confondre un coupable. Très bien. Le médecin légiste peut aussi, par ses observations, aider à disculper un suspect. Mais de l'autre côté, chaque fois qu'une victime se présente, chaque fois que le juge a besoin d'apprécier le degré, la gravité du dommage subi pour dédommager la victime, il peut faire appel à un expert, qui peut être un médecin légiste, pour dire « appréciez-moi la gravité du dommage pour que je puisse indemniser à la hauteur des préjudices. » De préjudice, voilà. Docteur, d'après votre explication, est-ce qu'un médecin légiste peut être en même temps juge, juge, je ne sais pas, étudier. Hein? Alors, un médecin légiste peut étudier ou peut, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous demander cela, peut être en même temps un juge ou faire les études sur le droit, par exemple? Je ne sais pas. Peut-être qu'un médecin peut faire est-ce qu'il y a une possibilité, la médecine. Parce que vous travaillez trop en synergie. Voilà. En fait, lorsque vous faites des études de médecine légale, forcément, vous êtes d'abord médecin. Très souvent, ce sont des médecins formés déjà en médecine qui vont se spécialiser en médecine légale. Vous avez fait les études, la formation générale en médecine. Vous recevez une autre formation en médecine légale. Mais dans cette formation de médecine légale, on vous enseigne... Quelques cours de droit, peut-être. Voilà, par exemple, vous commencez par le code de procédure pénale, le code de procédure civile. Absolument. Parce qu'il faut qu'on vous initie aux notions de droit. Très bien. Ce qui vous permet de poser vos actes. De faire la part des choses aussi. Voilà, parce qu'il y a des conséquences. Les actes que le légiste pose ont souvent des conséquences, et pour les victimes, et pour les coupables. Donc, il faut, parce que la mission de la justice... C'était un tout petit peu mon inquiétude. Je me dis, est-ce qu'un médecin légiste a le droit de faire des études de droit aussi pour jumeler les deux fonctions, au lieu qu'il y ait deux personnes, pour qu'il y ait une seule personne? Non, le légiste ne saurait être juge. Il n'est pas juge, il est médecin. D'accord. Il est médecin. Très bien. Voilà. Ça n'engage que moi. Alors, deux disciplines différentes par le fond et la forme, docteur Diallo. De nombreuses questions et hypothèses en découlent lors du préliminaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème qui est posé, soit violence faite aux femmes, aux enfants et tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Il y a des propositions de part et d'autre, de la part du médecin, des hypothèses de la part du médecin et de la part du juge ou la police, je ne sais pas. Alors, dites-nous, docteur Diallo, comment se déroule le processus, la démarche pour trouver un résultat fiable pour le juge? Bon, pour imager cela, je voudrais prendre un exemple. Par exemple, je prends un cas de coups et blessures volontaires. Vous savez que la loi nous protège les uns contre les autres. Lorsque de par le fait de l'agresseur, quelqu'un est victime de violences corporelles et de blessures, la personne porte plainte, comme c'est prévu dans le code de procédure pénale. Le juge qui reçoit cette plainte, qui sait qu'est survenu des faits de nature médicale,
va requérir un expert, un médecin légiste, pour dire, docteur, appréciez-moi la nature des blessures qui résultent de cette agression, dites-moi les conséquences ultérieures sur la santé et fixez-moi l'incapacité qui en découle. Le légiste va recevoir le blessé, va l'évaluer, va fixer ce qu'on appelle une ITT, une incapacité totale de travail. Autrement dit, le temps durant lequel la personne n'est pas en possession de tous ses moyens du fait de l'agression. Et cette ITT permet de dire au juge, ah, c'est un cas qui n'est pas grave, c'est juste une contravention, tu peux juger ça dans un tribunal de simple police, ou alors non, ça c'est plus grave, c'est un délit, tu dois juger ça au niveau du tribunal correctionnel, ou alors c'est plus grave, c'est un crime. Voici donc une intervention pratique lors des consultations médico-judiciaires où le légiste intervient et aide le juge à fixer le tribunal devant lequel la personne va être jugée. Très bien. Il peut s'agir, par exemple, d'une découverte de cadavres, comme il se produit régulièrement dans toutes les villes. Alors, vous avez pris le mot sur la langue. Continuez, je reposerai la même question. On découvre un cadavre quelque part, et vous êtes d'accord avec moi que les bas-fonds, les terrains vagues, les bordures de route, ce n'est pas les lieux indiqués pour mourir quand même. Normalement. Lorsque l'on découvre un corps là, automatiquement on se dit, ah, c'est pas clair, c'est pas le meilleur lieu pour mourir. Alors le juge qui veut savoir est-ce que c'est une mort naturelle, parce qu'il peut arriver qu'elle soit naturelle, malgré que le lieu ne soit pas indiqué, ou qui veut savoir est-ce que c'est pas une mort, qui veut savoir si c'est une mort suspecte, il y a quelqu'un derrière que je dois poursuivre, va requérir un médecin légiste pour dire, bien vouloir faire une levée de corps, examiner la nature des blessures s'il y en a, me donner la cause du décès, le délai post-mortem et me dresser un rapport. Le légiste vient examiner le corps et dit au juge, ah, c'est une mort violente, c'est un suicide, c'est un crime, etc. etc. Docteur, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'au prime abord, avant, on vous prenait pour le médecin des morts. Sur quoi vous vous basez pour définir, par exemple, que cette mort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est basée, si c'est une mort naturelle ou une mort préméditée, hein? Sur quoi vous vous basez? En fait, les définitions même permettent de distinguer. Une mort naturelle, c'est une mort qui survient suite à une maladie aiguë, une maladie chronique, ou qui survient sans l'intervention d'une personne extérieure. Une mort subite dans le lit de la personne, au niveau du lieu de travail. Une arrêt cardiaque, tout à fait. Etc. Et la mort peut être violente du fait d'un suicide, d'un accident de la voie publique, d'un crime. La mort peut être suspecte. C'est l'appréciation, d'abord l'enquête par les agents de police judiciaire, parce que c'est eux qu'on appelle très souvent lorsqu'un corps est découvert. C'est les gendarmes, c'est les policiers qui vont constater que je pense que ce n'est pas si clair, parce que le lieu, parce que les habits du sujet, parce que tel signe de violence, et qui appelle celui qui est formé pour apprécier et traduire les signes qu'on trouve sur le corps. Dans ce cas de figure, docteur Diallo, qui vous en informe, vous, médecin? Souvent, quand il y a ces cas de décès, par exemple, on fait appel à la police très rapidement, ou les urgences. Qui, par exemple, vous en informe, vous, médecin légiste, pour participer donc à cette enquête de base? Bon, vous savez, en général, lorsqu'un corps est découvert, les populations appellent la police ou la gendarmerie. Lorsque ces personnes viennent, ils font le premier constat. Ils font le premier constat et soit ils informent le procureur, soit parce que c'est des gens qui relèvent, c'est des personnes qui relèvent du procureur. Soit ils informent le procureur, soit